Le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. En quoi ça consiste? On voit ça aujourd'hui avec le docteur Jean-Guy Rochefort. Restez là. Jean-Guy, bonjour. Alors, Alors, sujet super intéressant aujourd'hui. On parle du TDAH, le trouble du déficit de l'attention, comme je l'ai mentionné en introduction. Je fais un rapide rappel que cette capsule, ce podcast, n'est pas pour émettre aucun diagnostic, de toujours vous référer à votre médecin traitant si vous avez des doutes sur le sujet dont on parle aujourd'hui. Alors, on commence immédiatement. Qu'est-ce que le TDAH, Jean-Guy? le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est un trouble neurodéveloppemental. Alors, c'est une condition neurologique où on dirait que la plupart des symptômes sont d'origine génétique ou héréditaire. C'est quoi la différence entre les deux? Génétique ou héréditaire, c'est deux façons différentes de le dire. Si je dis c'est héréditaire, ça veut dire qu'un de mes parents m'a transmis Ouais. génétiquement en neurobiologie, il m'a transmis ce qui était nécessaire pour donner le diagnostic. Ouais. On entend de plus en plus parler du diagnostic de TDAH. On ne voyait pas ça avant. Si je regarde dans mon temps, moi je suis dans la soixantaine, si on avait un diagnostic de TDAH, on ne savait pas, puis on n'était pas pour être évalué dans ce contexte-là. Et maintenant, les jeunes sont évalués de façon beaucoup plus précoce parce que c'est observé par les enseignants dans les classes. Puis on va demander des évaluations. Puis lors des évaluations, le parent qui accompagne l'enfant va souvent se questionner lui-même s'il n'y a pas le diagnostic également. Alors, c'est pour ça qu'on entend parler de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont diagnostiqués suite au diagnostic de leur enfant. Et juste rapidement, comme ça, Jean-Guy, là, je pense que tu as certains pourcentages à nous donner, mais justement, depuis les dernières années, on entend, ben là, tout le monde est TDA, TDAH, là, ça explose de partout. Tu as certaines études là, avec un pourcentage précis. Oui, ben c'est 5 à 7 de la population, donc c'est pas tout le monde qui a un TDAH. OK? C'est sûr que les gens qui ont un TDAH, particulièrement le H, peuvent être des gens expansifs. Alors, des gens expansifs, ça peut vouloir dire qu'ils en parlent un peu partout puis qu'ils prennent de la place pour en parler. Alors, ça donne l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais, puis je dirais peut-être que dans le milieu des arts, on va en retrouver particulièrement parce que ce sont des gens qui sont quand même très, très créatifs, les gens qui ont TDAH. Alors, on va en retrouver peut-être plus au niveau des artistes. Puis les artistes ne se gênent pas pour en parler qu'ils ont cette condition-là. Étant donné que c'est une condition neurologique, les gens ont moins honte de dire qu'ils ont un TDAH parce qu'ils savent que ça ne sera pas interprété comme un problème de santé mentale. Alors, comme si c'était moins de leur faute parce que ça a été génétiquement. ouais, Je comprends. ouais. En même temps, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de dire, c'est pas parce que tu as un TDAH que ça justifie d'être impulsif dans tes interrelations avec les autres. Parce que quelqu'un pourrait dire ah, c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai un TDAH. Non. On est toujours responsable de nos actions et de nos réactions. Alors, mais si j'y vais, donc, il y aurait 5 à 7 de la population qui aurait un TDAH et 76 des traits d'inattention, d'hyperactivité ou de désinhibition seraient attribuables à la génétique. Ce qu'il y a de caractéristique qu'on a découvert les dernières années, c'est que toute agression au cerveau pendant que l'enfant est vulnérable ou en développement pourrait entraîner un risque d'être atteint de ce trouble-là aussi. OK? Alors, c'est quand même important parce qu'on n'entendait pas parler de ça au préalable. Puis ça, on parle des premiers mois suite à la naissance ou des premières années?
je dirais des premiers mois, OK. de développement, plus que des premières années. C'est comme si il va y avoir une atteinte au niveau cérébral qui est possible au niveau du développement, puis ça va amener la personne à avoir peut-être un petit peu plus de problèmes d'apprentissage dans les premières années. Maintenant, je veux mettre l'accent sur certains auteurs immédiatement, des auteurs qui se sont intéressés au TDAH. Il y a Dr. Annick Vincent, hein, qu'on connaît, que les gens connaissent bien, qui est un médecin psychiatre spécialisé en TDAH, qui est de la région de Québec, et qui a écrit le fameux best-seller Mon cerveau a besoin de lunettes. Dr. Je vais le Vincent, rencontrer. Dr. Vincent a donné beaucoup de formations aux différents intervenants du Québec concernant le TDAH. Elle a une clinique qui s'appelle la clinique Focus dans la région de Québec, avec une équipe de spécialistes qui font des évaluations. Et un autre qui est vraiment intéressant, c'est le docteur Benoît Amarenguer, qui est neuropsychologue, qui a écrit un livre qui s'appelle 10 questions sur le TDAH chez l'enfant et l'adolescent. Et je dirais que ce livre-là, moi, je le conseille régulièrement à des adultes que je suis en thérapie. Pourquoi faire de la thérapie avec quelqu'un qui a un TDAH? Comme il y a un fort pourcentage de gens qui ont de la comorbidité avec le TDAH, hein, quand on parle de comorbidité, là, ça veut dire que si j'ai le TDAH, puis que j'ai une comorbidité, ça veut dire que j'ai un problème de santé mentale associé avec le diagnostic principal. De là, pourquoi ça peut être parfois difficile de diagnostiquer correctement parce qu'il y a une autre source sous-jacente qui n'est Ouais, pas toujours ouais. évaluée correctement. Puis au niveau du traitement aussi. Parce que dès Oui, que j'ai une comorbidité, c'est pour ça que moi, je parle de traitement avec quelqu'un qui a un TDAH, parce que la plupart ont une comorbidité, les gens qui se présentent dans mon bureau. Si la personne avait juste un TDA par exemple, il pourrait y avoir un coaching qui soit fait auprès de la personne, parce que là, on fait le développement de stratégies pour des problèmes d'attention, d'inattention, d'organisation, de planification. Puis ça, c'est vraiment plus du coaching qu'on va recommander. Mais dès que la personne commence à avoir de l'impulsivité, qu'il y a un problème de régulation émotionnelle, etc., là, ça va nécessiter plus du traitement. Puis là, on va faire aussi un diagnostic différentiel. Diagnostic différentiel, ça veut dire qu'il y a des critères qu'on retrouve dans le TDAH, qu'on va retrouver dans d'autres pathologies. Puis là, ça pourrait être difficile de vraiment préciser le diagnostic. Donc, le différentiel veut dire qu'on va regarder différents critères de différentes pathologies, puis là, on va éliminer des éléments qui vont faire qu'on va éventuellement arriver plus à quelque chose de précis par rapport à la pathologie de la personne. C'est ça le diagnostic différentiel. Dans une autre émission, on parlera éventuellement du fameux TPL, trouble de personnalité oui. limite, où des gens, quand sont évalués très rapidement, à cause de la fameuse impulsivité puis des problèmes de régulation émotionnelle, il y a des gens qui sont diagnostiqués à tort d'un TPL alors que c'est un TDAH qui n'a pas été évalué. Puis quand les gens ont les deux éléments, puis on en parlera dans une autre émission, mais quand les gens ont les deux éléments, ça devient très important de distinguer entre les deux parce que le traitement va être différent pour l'un et pour l'autre. Puis Est-ce que le contraire se fait aussi? Est-ce que ça peut être quelqu'un qui a été diagnostiqué TDAH, mais qu'en vérité, c'est TPL? Là, toi, tu as dit, il peut être. moi, je n'ai pas vu ça vraiment, cette caractéristique-là. Je peux dire que dans le personnel médical, il y a des gens qui sont très réticents avec le fameux diagnostic de TDAH parce qu'il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. À un moment donné, c'était quasiment de mode. Puis là, ben, c'est comme si les gens qui évaluaient ces fameux diagnostics de TDAH avaient peut-être pas une formation assez rigoureuse. Puis là, ils diagnostiquaient rapidement. Puis là, ils passaient à côté du fameux diagnostic différentiel. Puis là, ils ne voyaient pas qu'il y avait un TPL. Alors, il y a des professionnels de la santé qui sont très
inconfortable, disons, avec le fameux TDAH. Quand les gens arrivent, pouvez-vous me faire un diagnostic de TDAH? On va commencer par vous faire une évaluation rigoureuse, complète, puis on verra après ça ce qui advient. Il y a des gens qui ont le double diagnostic. Maintenant, quand il y a le double diagnostic, ben, ça ne devient pas toujours évident au niveau du traitement parce que, ben, moi, dans ma façon de travailler, moi, j'essaie de distinguer chacune des pathologies quand je le travaille en thérapie. Maintenant, revenons au TDAH parce qu'il va y avoir une émission sur les similitudes et les différences. Oui. Quels sont les signes, Jean-Guy, les plus, je vais dire les plus, je ne veux pas dire populaires, là, mais les plus apparents ou les plus, ceux qui surviennent le plus souvent de quelqu'un avec ce diagnostic-là? Quand on regarde le TDAH, on va évaluer s'il y a de l'inattention. OK? Puis, en passant, quand on fait l'évaluation, on fait passer un ASRS, qui est un test d'auto-évaluation de dépistage pour le TDAH. Alors, on fait passer ça à quelqu'un qui est un proche et on fait passer ça à la personne elle-même parce que la perception des gens est souvent différente par rapport à ce diagnostic-là. Alors, ça, c'est comme un dépistage de départ, puis ensuite, on va vérifier au niveau des critères. Pour les médecins, Dr. Annick Vincent, sur son site, parce que tantôt, j'ai parlé du livre « Mon cerveau a besoin de lunettes », mais Dr. Annick Vincent a aussi, on le voit à l'écran, a aussi un site web sur lequel on retrouve une multitude d'informations tout à fait pertinentes. Alors, on va retrouver les médications, les différents tests d'évaluation qui peuvent être pertinents, des lectures qui peuvent être pertinentes, différents tests qui peuvent être utilisés. Fait que Dr. Vincent fournit aussi gratuitement ce qu'on appelle le CADRA. Le CADRA, c'est un ensemble de tests d'évaluation que les professionnels de la santé qui ont le droit de poser un diagnostic peuvent utiliser. Alors, les médecins utilisent beaucoup le CADRA quand ils rencontrent les patients pour les évaluer. Moi, dans mon bureau... Je m'excuse, Jean-Guy, juste pour ceux qui nous écoutent en audio, le site Internet, c'est le www.attentiondeficit-info.com. Donc, ATTENTION DEFICIT-info.com. Excellent, parfait. Alors, c'est vraiment un excellent site. Et là, je voulais vous définir les différents aspects. Alors, au niveau de l'inattention qu'on va évaluer au niveau du TDAH, alors souvent la personne ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d'étourderie ou dans ses devoirs ou au travail. Un autre critère a souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux. Troisième critère, semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement. Hein, on va remarquer quand on parle avec quelqu'un qui a un TDAH, au niveau de l'inattention, si tu lui parles yeux dans les yeux à la personne, elle t'écoute 15 secondes, 30 secondes, puis s'il y a quelqu'un qui passe en arrière, elle va regarder la personne qui passe en arrière. Ou si on est assis à côté d'une fenêtre, elle va regarder ce qui se passe dans la rue. Alors, c'est difficile de maintenir l'attention. Ouais, tout bruit ou action autour fait perdre justement l'attention de la personne qui nous parle. Ouais. Puis souvent, la personne ne se conforme pas aux consignes, ne parvient pas à mener à terme ses devoirs, ses tâches, etc. Dès que ça devient routinier, que ce n'est pas très stimulant, la personne perd son intérêt là, pour poursuivre. La personne va avoir du mal à organiser ses travaux, ses activités, fait à contre-cœur les tâches qui demandent un effort mental soutenu, perd souvent ses objets nécessaires à ses activités, se laisse souvent facilement distraire par des stimuli externes, oubli fréquent dans la vie quotidienne. Fait que ça, c'est au niveau de l'inattention. Au niveau de l'hyperactivité, remue souvent les mains, les pieds, se lève souvent en classe ou au bureau, court, grimpe partout, souvent incapable de se tenir tranquille dans les jeux. Quand on arrive chez l'adulte, cette fameuse hyperactivité-là, la personne est plus consciente de l'impact qu'elle a sur son environnement, puis des fois, elle va développer de l'anxiété parce qu'elle se retient
dans son hyperactivité. Donc, elle va sentir souvent une espèce de nervosité dans le corps. Puis, elle veut pas que ça paraisse trop, qu'elle brande la patte ou... fait que, elle va développer une nervosité intérieure. Puis, on va retrouver aussi chez les TDAH, quand ils font de l'hyperactivité, ils peuvent faire de l'hyperactivité motrice, puis ils peuvent faire de l'hyperactivité mentale. Il y a des gens que ça n'arrête pas dans la tête, là. OK? Ça va vite, 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 puis ils pensent tout le temps, puis ils ne sont pas capables d'arrêter ça. Donc, c'est ça. Donc, l'hyperactivité, tout ce que vous pouvez imaginer là, qui pourrait se passer. Puis là, dans le diagnostic, on va retrouver comme diagnostic le trouble de l'attention avec dominante attentionnelle ou avec dominante hyperactive ou mixte. Des fois, on va retrouver dominante hyperactive, puis des fois, on va trouver dominante impulsive. Il y a des gens qui sont impulsifs, mais qui ne sont pas hyperactifs, puis il y a des gens qui sont hyperactifs et qui ne sont pas... Alors, mais on peut avoir un TDAH avec dominance hyperactive, parce que là, c'est double H. Oh, OK. Oui, le H, il comprend la partie impulsive, puis il comprend la partie hyperactive. J'ai des gens, moi, que je rencontre qui ne sont pas jamais impulsifs. Mais tu le vois qu'ils sont hyperactifs dans le bureau, là. Tu vois qu'ils ont de la misère à rester en place, ils bougent constamment, etc. On va retrouver aussi toutes sortes d'autres caractéristiques comme le fait de parler beaucoup, parler très vite. Dans les rencontres sociales, la personne, elle parle. Si elle prend un petit verre, elle parle encore plus. OK? Fait que ça en fait des gens de bonne humeur et le fun à côtoyer. Dans le quotidien, je ne dirais pas que c'est toujours plaisant pour le conjoint. Il y a des conjoints qui ont un moyen défi d'être avec quelqu'un qui est hyperactif, puis qui est impulsif, puis qui perd ses choses à tout bout de champ. Fait qu'on va retrouver des conjoints qui sont toujours en arrière pour dire t'as-tu oublié tes clés, t'as-tu ton portefeuille, t'as-tu oublié ton cellulaire, oublie pas ton cellulaire, etc. Là, c'est vraiment très, très particulier. Fait que est-ce que j'ai parlé un petit peu des comorbidités ou j'en ai pas parlé? Peut-être pas. Tu as expliqué le terme, là. Oui, c'est bon. Ben, les comorbidités sont à 75%. Particulièrement, là, on va retrouver des problèmes de dépendance, de dépression, de troubles anxieux, de troubles de la personnalité ou bipolaire. Puis les gens qui ont un TDAH ont 2 fois plus de risques d'avoir un TAG. C'est le trouble d'anxiété généralisée, qui sont des inquiétudes excessives, des gens qui vont s'imaginer des choses, puis ça va amener de l'anxiété. OK? Fait que la comorbidité va devenir importante. En thérapie, parce que je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps, en thérapie, moi, quand je rencontre les gens je commence par faire une évaluation rigoureuse pour voir s'il n'y a pas d'autres pathologies qui sont associées. Ce que je vais retrouver souvent, c'est du TAG, et aussi une personnalité obsessionnelle compulsive. Une personnalité obsessionnelle compulsive, ce n'est pas du TOC, c'est une personnalité. C'est différent. La personnalité obsessionnelle compulsive, c'est une personnalité perfectionniste qui va dans le détail beaucoup. Il faut comprendre que si j'ai un TDAH depuis mon jeune âge, que je suis intelligent, je vais vouloir compenser. Je me rends compte de ma difficulté, puis je veux réussir. Donc, je vais développer beaucoup, beaucoup de stratégies. Puis les stratégies à développer pour compenser un TDAH sont souvent un peu obsessives, un peu perfectionnistes. Donc, moi, l'hiver, quand je sors de la maison, ma poche de gauche, c'est mon portefeuille. Ma poche de droite, c'est mon cellulaire. Ma poche de manteau à droite, c'est mes clés. Mes lunettes, je les mets à telle place. Je rentre dans la maison, je fais mes comptes, je fais des listes, je fais des... OK? Alors, je vais retrouver assez souvent ce type de personnalité-là chez les gens. Alors, moi, ma façon de travailler en thérapie, puis dans mon livre qui s'appelle Blessures psychologiques, guide pour comprendre et soigner les blessures invisibles, j'ai des cas cliniques avec des comorbidités chez quelqu'un qui a un TDAH, puis j'explique comment je travaille avec les différentes comorbidités. Parce que la personne qui se présente en entrevue, elle va se présenter avec certains symptômes, puis moi, je dois lui dire, ça, c'est ton TAG qui te fait agir comme ça. Ça, c'est ton TDAH qui te fait agir comme ça.
quand tu as ça dans ton TDAH, voici des stratégies qui pourraient être efficaces. Quand tu te mets à t'inquiéter de façon excessive, ben, ça a des impacts anxieux. Puis quand tu es très anxieux, ben, ton TDAH, tes symptômes augmentent. Quand ton TDAH, tu es très désorganisé, ça va te rendre anxieux. Fait que ma façon de travailler, c'est de décortiquer chacun pour que la personne identifie dans le moment présent qu'est-ce qui est en train de m'affecter sur le plan fonctionnel dans ces différentes dimensions-là pour que je puisse agir sur chacun des aspects de mes comorbidités. Voilà. Super intéressant. C'est déjà terminé, Jean-Guy. Écoute, comme tu l'as dit là, avant qu'on débute l'enregistrement, on aurait pu faire un podcast de 1 heure et demie juste sur le TDAH. Donc, super intéressant. Je rappelle aux gens, là, s'ils veulent ton livre, en fait, Blessures psychologiques, disponible sur bellivoediteur.com ou sur ton propre site Internet. Je crois qu'ils peuvent le commander. Sinon, le livre, là, je vais le remettre à l'écran quelques secondes. Mon cerveau a encore besoin de lunettes du docteur Annick Vincent. Et sinon, l'autre, les 10 questions sur le TDAH chez l'enfant et l'adolescent de, je te laisse dire le nom parce que je ne serai pas capable de le prononcer. Docteur Benoît Amarenger. Et voilà. Alors, merci énormément. Et tel qu'indiqué là, durant la capsule, je vous invite à aller visionner l'autre entrevue avec Jean-Guy au sujet du TPL, le trouble de personnalité limite, ou ce qu'on appelait par le passé le borderline, ainsi que la capsule où on parle des 2 diagnostics, quelles sont leurs différences et quelles sont leurs ressemblances ou leurs points communs. Alors, merci énormément, Jean-Guy. Merci pour votre écoute, tout le monde. Et on se retrouve pour une prochaine entrevue sous peu, Jean-Guy. Merci.